Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 23 février et voici les titres. Les grands travaux de montage des différentes épreuves automobiles ont commencé en principauté. De nouvelles structures sont d'ailleurs attendues cette année, toujours pour améliorer l'accueil de ces compétitions internationales. Il y a 2 ans, le 24 février précisément, la Russie envahissait l'Ukraine. Une guerre décidée par Vladimir Poutine qui a eu de lourdes répercussions pour les civils, mais également dans le monde entier. Décryptage et perspectives d'évolution de ce conflit avec un expert, Thomas Flichy de La Neuville. La compétition internationale Junk Couture s'est tenue hier soir en principauté. Retour dans quelques instants sur cet événement qui met en scène une mode durable pensée par de jeunes étudiants. Et puis nous vous emmènerons au Théâtre des Muses pour un voyage au cœur du Paradis Blanc. Plus précisément, il s'agit d'un récit musical qui rend hommage à Michel Berger et il est à découvrir encore durant tout le week-end. Pour finir, nous vous proposerons un focus info sur le nouvel environnement du restaurant gastronomique Le Blue Bay. Il a fait peau neuve et pour le découvrir, visite guidée aux côtés du chef Marcel Ravin. Vous l'avez peut-être suivi hier en direct sur Monaco Info, une séance législative exceptionnelle s'est tenue au Conseil national pour voter deux lois. Et la première, Fabien, concerne un congé maternité pour les travailleurs indépendants. Oui, bonsoir Julia. 18 semaines, voici les congés de maternité dont bénéficient les employés du secteur public et privé. Et bien désormais, les travailleurs indépendants, ou plus exactement les travailleuses indépendantes, affiliées à la caisse d'assurance maladie, la CAMTI, pourront bénéficier également de ces 18 semaines de congé de maternité, ce qui n'était pas le cas auparavant. On peut parler d'avancée sociale. Les élus présents ont voté ce texte à l'unanimité, sans amendement et 3 mois seulement après son dépôt par le gouvernement. Comme ce fut le cas très récemment, il y a à peine plus de 2 mois, pour l'allongement de la durée du congé de paternité au bénéfice des salariés de la principauté. Le ministre des Affaires sociales et de la Santé a salué cette nouvelle réforme qui permet de renforcer le système de protection sociale de la principauté. C'est également un outil supplémentaire d'attractivité socio-économique pour la compétitivité du pays. Une autre loi, Fabien, a également été votée hier sur le dossier complexe de Monéval. Oui, dossier complexe effectivement concernant des dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Pour mémoire, 3 parties ont déjà été votées en 2022 et 2023 et ce jeudi soir, le 4e volet a été voté lui aussi à l'unanimité. Le ministre d'État a précisé que la prochaine étape consisterait à accélérer l'application de tous ces textes avant le passage au mois de mai devant le GAFI, qui décidera ensuite du placement ou non de Monaco sur la liste grise qui pourrait avoir un impact sur l'attractivité de la principauté. Eh bien, nous suivrons ça de près. Merci beaucoup à vous, Fabien Bonilla, pour toutes ces précisions. Dans le cadre du 7e Monaco e-Prix, du 14e Grand Prix historique et du 81e Grand Prix de Formule 1, les traditionnels travaux de montage des structures ont d'ores et déjà débuté en principauté. Un vrai défi technique et logistique pour les équipes mobilisées, d'autant que cette année 2024 verra de belles nouveautés faire leur apparition. Reportage tout de suite sur des images de Thomas Deus. Cette année, le montage des structures pour les 3 épreuves automobiles a débuté plus tôt, le 19 février précisément. Les équipes mobilisées sur le port Hercule ont en effet fort à faire avec notamment des nouveautés qui doivent être rapidement mises en place. Le garage numéro 1 est la plus grosse nouveauté de ces éditions des épreuves sur circuit. Nous avons également la mise en place d'une cool room sur la droite de la loge princière qui sera installée un petit peu plus tard après l'e-Prix de Monaco. Et nous avons d'autres structures autour de la piste mais qui seront mises en place par les différents promoteurs qui seront légèrement nouvelles par rapport aux années précédentes. Des nouveautés qui viennent s'ajouter aux nombreux défis que les équipes doivent relever à chaque installation. Les célèbres convois exceptionnels de nuit viennent d'ailleurs de débuter avec le montage de la direction de course. Le va-et-vient impressionnant de ces énormes camions durera pendant 2 semaines.
Nous évoquions dans notre édition d'hier le début de la saison du championnat du monde de Formule 1 avec notre invité, le journaliste de l'équipe Eric Bilderman. Eh bien, les pilotes ont clôturé la 3e journée de tests hivernaux sur le circuit de Sakhira, Bahreïn. Des tests qui ont permis aux pilotes de conduire pour la toute première fois sur piste leur monoplace. Et Charles Leclerc a de son côté pleinement exploité les capacités de sa nouvelle SF24. Il était d'ailleurs souvent le plus rapide sur la piste en matinée et même cet après-midi. Max Verstappen et Carlos Sainz ont également effectué des essais plus que concluants. Pour rappel, le chrono n'est pas le plus important pour ces tests. Ils sont surtout l'occasion pour les équipes techniques d'effectuer les derniers réglages avant le grand début de la saison, prévu, je vous le rappelle, le 2 mars prochain. Presque 2 ans après le début de l'invasion russe en Ukraine, le 24 février 2022, les affrontements continuent et font toujours de nombreuses victimes. Mais pourquoi ce conflit perdure-t-il autant et comment risque-t-il d'évoluer dans les prochains mois? Pour nous répondre, nous recevons ce soir Thomas Flichy de Lanneville, géopolitologue. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, à la veille des 2 ans du début du conflit entre l'Ukraine et la Russie, concrètement, quel bilan faites-vous? Aujourd'hui, le front est assez immobilisé, avec une pression forte de la part des Russes envers les Ukrainiens, avec quelques avancées ponctuelles de la Russie et une forte pression de la Russie sur l'Ukraine. On peut ajouter à cela une avance technologique qui a été prise par les Russes et la possibilité aussi pour l'artillerie russe de délivrer beaucoup plus de tirs que les Ukrainiens. Selon vous, quels ont été les événements peut-être les plus marquants qui se sont déroulés durant ces 2 dernières années? On pourrait dire que la réaction de l'Europe et de l'Union européenne à la guerre a été surtout de prendre des sanctions économiques. Mais elle oubliait un petit peu que le centre de gravité de la géoéconomie mondiale se situe aujourd'hui en Eurasie, quelque part entre la Russie, l'Inde et la Chine. Et donc les sanctions européennes ont eu pour effet d'accélérer le rapprochement géoéconomique, de générer un sursaut économique en Russie et surtout un sursaut sur l'appareil de production industrielle et d'armement. Si bien que paradoxalement aujourd'hui, la guerre bénéficie à la fois au complexe industriel américain et russe. Justement, on va parler dans quelques instants un petit peu des conséquences géopolitiques de ce conflit. Mais j'aimerais qu'on revienne sur le fait que finalement, c'est une guerre qui dure alors que Poutine avait lui-même déclaré pouvoir prendre l'Ukraine en 3 jours. Comment expliquer finalement que la Russie n'arrive pas à s'emparer de l'Ukraine et que ce conflit dure déjà depuis 2 ans? Il y a une raison un petit peu mystérieuse, mais qui est d'ordre culturel. La Russie et l'Ukraine sont proches, à la fois par leur langue et par une culture commune qui est partagée, et se comportent un petit peu comme des jumeaux. Par conséquent, les Ukrainiens et les Russes ont combattu face à face avec un esprit défensif assez analogue, et finalement les Ukrainiens ont bien résisté aux assauts russes, et on a à la fois un système occidental et oriental opposé d'un point de vue armement, mais aussi deux peuples qui se ressemblent et s'opposent. Voilà qui explique peut-être la raison pour laquelle le conflit n'a pas été de courte durée. Et la résilience ukrainienne est en partie permise par le soutien logistique, économique et géopolitique de ses alliés occidentaux. Où en est justement le soutien de ces autres pays envers l'Ukraine? Il y a un problème de production industrielle d'armes à la fois aux États-Unis et en Europe. Ce sont les deux Corées, la Corée du Sud et la Corée du Nord, qui approvisionnent l'une la Russie et l'autre l'Ukraine, en tout cas qui fournissent le plus de munitions. Et puis les hésitations américaines sur la fourniture d'armement à l'Ukraine et aussi finalement les hésitations occidentales face à une guerre qui s'avère plus difficile que prévu explique peut-être aussi ce manque de soutien des Occidentaux. On voit qu'aujourd'hui, la guerre est peut-être sur le point d'être perdue par les Ukrainiens face à la pression russe. Et justement, concernant ce contexte géopolitique, les relations entre la Russie et les États-Unis sont plus que jamais tendues avec la mort de Alexeï Navalny, le principal opposant russe à Vladimir Poutine. Joe Biden a eu des mots forts envers le président russe avant de révéler de nouvelles sanctions contre la Russie.
Bien sûr, on a deux systèmes géopolitiques opposés. D'un côté, les puissances libérales océaniques qui ont conquis le monde par la combinaison de leur flotte de commerce et leur flotte de guerre, ces puissances qui veulent laisser la mer Noire ouverte pour pouvoir avoir accès au blé ukrainien, et d'autre part, les puissances continentales, la Russie, mais aussi ses alliés, l'Iran et la Chine, qui se rapprochent aujourd'hui de l'Inde et qui tentent de constituer un bloc oriental en Eurasie qui pourrait concurrencer les États-Unis et manœuvre aussi au Moyen-Orient avec l'Arabie saoudite qui a basculé de leur côté. Donc on voit que c'est une partie d'échec mondial et que l'Ukraine n'est qu'une manifestation des tensions entre deux camps géopolitiques opposés. Une partie d'échec, vous venez de le dire, qui fait de nombreuses et qui a fait de nombreuses victimes, que ce soit civiles ou combattants. Est-ce qu'on a un ordre d'idée de combien de personnes ont perdu la vie depuis le début de la guerre? Je crois que des deux côtés de la ligne de front, le bilan est lourd mais incertain. On a du mal à mesurer le nombre de pertes. Alors, il existe un site qui comptabilise les pertes, je n'ai plus le nom en tête, mais qui les donne pour la BBC, et qui montre que les pertes russes diminuent aujourd'hui. En fait, les pertes ont été à leur maximum lors des grosses offensives de Bakhmut, mais c'est effectivement très difficile de comptabiliser les pertes, car les Russes ne souhaitent naturellement, ni les Ukrainiens ni les Russes, ne souhaitent qu'on sache quel a été le prix humain de la guerre vis-à-vis de leur propre opinion publique. De votre côté, comment, ça sera ma dernière question, voyez-vous évoluer ce conflit? C'est vrai que certaines informations prétendent que cette guerre devrait se poursuivre, mais être un temps moins intense puisque l'offensive russe ne reprendrait qu'à la fin du printemps. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a des raisons climatiques qui expliquent la situation actuelle. Aujourd'hui, on a déjà dans la Rasputitsa, donc la fonte de la glace, l'hiver a été très court en Ukraine, et donc c'est beaucoup plus difficile pour les Russes de manœuvrer. Poutine ayant enregistré une victoire symbolique, il peut capitaliser là-dessus pour sa propre réélection, et il a intérêt finalement à progresser lentement, à exercer une pression lente, en attendant l'élection de Donald Trump qui peut faire complètement basculer la donne d'ici quelques mois. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Et je vous informe également que le président français Emmanuel Macron organisera une réunion ce lundi 26 février à Paris avec des dirigeants d'autres pays. Cette réunion de travail permettra d'étudier les moyens disponibles pour renforcer la coopération des partenaires en soutien donc à l'Ukraine. La finale mondiale de junk couture, je vous le disais en titre, c'était hier soir au Grimaldi Forum. Avec le soutien de leur école, 60 finalistes du monde entier sont venus présenter leurs créations vestimentaires faites à partir de matériaux recyclés. Un événement qui prône l'écologie et qui prend tout son sens à Monaco. Retour sur cette belle soirée avec Alban Gingembre et Thomas Deus. Onglets de canettes et capsules de bouteilles remplacent strass et paillettes. Ces robes faites à base de matériaux recyclés donnent lieu à des looks tous plus extravagants. Lots of old clothes, towels, carpets, everything is this, and we cut it into strips and then we wove it all together. And this is old rope from sailing and all the scraps and broken rope. So these are roots and these are plants. Well, the dress is making from packaging form, playing cards and confetti. Je l'ai fait avec des capsules métalliques et aussi des bouchons en liège. Les bouchons en liège sont totalement naturels et les capsules métalliques sont recyclables. Donc je trouvais que c'était des matériaux tout à fait adaptés à l'événement. À quelques minutes du show, les créatrices du monde entier se mettent en place. Parmi elles, Vega représente la Côte d'Azur. Je voulais amener un peu le côté Côte d'Azur, donc soleil, plage, et donc tous les matériaux qu'on a, on les a collectés de des beach clean-up ou des écoles ou des plages dans le sud. On peut créer des choses belles de quelque chose qui était rien, qui était jeté à la plage. Au moment du défilé, c'est au jury de trancher. Au-delà du style, chaque création porte un message fort. It represents a human being taken over by nature rather than the other way around, how it seems to be nowadays. Also, all the clothes shows like the fashion industry, how much waste there is. So we're repurposing that to make new fashion. Je me suis inspirée des carpe koi. C'est des poissons japonais. Les carpe koi sont connus pour être beaucoup dociles avec l'homme. Et du coup, je voulais montrer que l'homme et la nature pouvaient toujours être ensemble et
cohabiter. 17 trophées étaient à la clé pour récompenser la créativité, mais aussi l'engagement des finalistes. Hier soir, le prince Albert II s'est rendu à l'Assemblée générale de l'Association de la sommellerie internationale. Le rendez-vous était donné au Méridien Beach Plaza avec l'ouverture du bar des sommeliers dans le salon Méditerranée. Cet événement réunit l'élite de la sommellerie mondiale et durera d'ailleurs jusqu'à ce dimanche 25 février. Retrouvez ce week-end au Théâtre des Muses Double Jeu, Michel Berger et moi. Ce spectacle de Joshua Lawrence est une parenthèse musicale donnée en hommage aux 30 ans de la mort de Michel Berger. Christine Datomel vous présente ce soir ce show inédit. Il manque quelqu'un près de moi. Je me retourne, tout le monde est là. La voix d'un des plus grands chanteurs français résonne dans le Théâtre des Muses. Une jolie surprise musicale qui nous transporte des années en arrière et qui nous fait revivre les années 80. Le chanteur et pianiste Joshua Lawrence invite les spectateurs à plonger avec lui dans le monde poétique de Michel Berger à travers un récit musical conçu comme une rêverie pour chanter des fragments de vie, un voyage en apesanteur au cœur du paradis blanc, durant lequel la voix de Michel Berger se mêle parfois à celle de Joshua Lawrence. J'ai voulu qu'il y ait comme ça un dialogue entre lui et moi, pour que les gens en fait, se sentent aussi sa présence autrement qu'à travers les chansons, qu'à travers les mots que je véhicule aussi, parce que j'ai écrit une narration tout autour du spectacle. Il écrivait toujours des mots d'amour, que ce soit pour une femme, pour un ami, mais aussi des mots humanistes pour toutes les causes humanitaires dans le monde. Il était très très attaché aussi à l'Afrique, au continent africain, et il a beaucoup fait pour le Sénégal, mais aussi il dénonçait les atrocités de ce monde du XXe siècle. Il est parti aussi dans des pays très autoritaires, et ses chansons véhiculent justement l'aspect humaniste et très, je dirais, oui, et très contemporain de cette société, parce qu'il était très sensible, en fait, que ce soit aux êtres, mais aux grandes causes de ce monde. Ma mère écoutait en boucle les chansons de Michel Berger. Donc c'était vraiment, j'avais 5 ans, j'étais tout petit, et on écoutait ça dans sa voiture, d'abord. Je le raconte d'ailleurs dans le spectacle. Et donc on chantait ensemble les chansons de l'album Différence, chanter pour ceux qui sont loin de chez eux, L'ange aux cheveux roses, Quand on est ensemble. Et j'adorais danser avec maman sur ces chansons. Et il m'a donné envie de faire de la musique, il m'a donné envie de faire du piano et de chanter. Double jeu, Michel Berger et moi se jouera ce week-end au Théâtre des Muses. Samedi, une représentation sera donnée à 18h, puis une seconde à 20h. Dimanche, ça sera l'après-midi à 16h30. Joshua Lawrence reprendra ensuite la route pour se produire à Avignon. Une occasion donc unique de le voir avant son départ vers d'autres aventures. Ceux qui font Monaco, c'est votre chronique qui vous emmène au cœur de la principauté. Son but, je vous le rappelle, vous faire découvrir ces visages, ces personnages et ces enseignes qui font vivre le pays. Et ce soir, nous retrouvons Christine Datomel pour un moment, je crois, bricolage et mécanique. Oui, aujourd'hui nous nous retrouvons en bas de la rue Grimaldi, à une adresse bien connue de tous les amoureux de mécanique. Nous nous rendons chez Famille. L'histoire de ce magasin, elle est très ancienne, parce que c'était déjà... Moi, je suis déjà ici depuis 23 ans, et il existait déjà bien avant. Il doit dater des années 50. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans votre boutique ? De tout, un peu de tout. Tout ce qui tourne autour d'automobile, que ce soit le freinage, l'outillage, produits d'entretien, produits de batterie, on trouve de tout. De tout, l'embrayage, ça va de l'embrayage aux piles, aux télécommandes, aux ampoules, on trouve de tout. On rigole entre nous, hein. Il y a des clients qui viennent ici, qui disent des choses, des fois on se dit mais c'est pas possible, c'est marqué fourniture automobile, on vient nous demander des balais
pour les WC ou quoi que ce soit, ou des pommeaux de douche. Il y en a, mais vous ne faites pas de l'outillage? Si, mais alors pommeaux de douche, non, on ne fait pas de pommeaux de douche, nous c'est de l'automobile. Ou alors des clous. On sert vraiment, là c'est, comme je le disais, on est presque l'office de tourisme de Monaco. Hein. On est central, quand les gens arrivent ici, ils sont un peu perdus, c'est ici qu'ils viennent demander. Hein. On a des demandes un peu particulières, hein, je vais vous dire. Nous, on livre, il y a des particuliers qui viennent, qui nous demandent de livrer des trucs pas possibles, des batteries à l'autre bout de la France ou autre chose. Et, souvent, c'est des particuliers, ils savent déjà à peu près ce qu'ils veulent, mais ils sont pas encore, ils ont vu sur Internet la pièce, ils ont vu un truc, mais des fois, ils demandent conseil pour est-ce qu'ils peuvent bien la changer, mais des fois, c'est pas à la portée de tout le monde, mais maintenant, vu le prix des garagistes, vu le prix des pièces, beaucoup de gens font des interventions eux-mêmes. Hein. C'est vraiment... les gens bricolent de plus en plus. On a beaucoup de passionnés de voitures qui viennent ici, qui connaissent ce magasin depuis longtemps. Et il y a beaucoup d'amateurs de vieilles voitures ici à Monaco, donc on a quand même pas mal de clients anciens, très anciens. Vous l'aurez donc compris, chez Famille, pas de pommeaux de douche et encore moins de vis. Par contre, tout ce qui concerne l'outillage mécanique automobile ou nautique. Eh bien, merci à vous, Christine Datomel, et on ne manquera pas de s'y rendre en cas de besoin. Inauguré par le prince Albert II le 10 février dernier, le nouveau Blue Bay du chef doublement étoilé Marcel Ravin prend ses marques dans le paysage gastronomique monégasque. Ce nouvel écrin a été pensé pour créer une alchimie entre l'assiette et l'environnement. Yannick Debever, Thomas Deus et Alexandre Gougassian ont eu la chance de suivre justement le chef Marcel Ravin. Reportage. Bienvenue au Blue Bay Marcel Ravin. À peine 2 semaines que le Blue Bay Marcel Ravin a fait son inauguration que déjà, l'ancienne salle paraît bien loin. Un changement non pas radical mais plutôt logique, le chef Marcel Ravin a souhaité représenter tout ce que sa cuisine inspire de mieux. J'ai souhaité un espace où quand le client il arrive, quand nos convives arrivent dans le restaurant, déjà qu'il y ait un premier regard qui se porte sur la cave à vin et spiritueux, et en même temps qu'il puisse choisir ce dont il a envie de boire, ce dont il a l'expérience qu'il a envie de vivre à la table. À la Martinique, ce n'est pas du chauvinisme, mais on fait du très bon rhum et j'avais envie aussi d'amener cette expérience autour du dîner et de l'histoire de cette île qui m'est chère. Et une fois l'apéritif pris, direction à la cuisine, mais on a aussi du blanc parce que on m'a souvent demandé pourquoi on ne fait pas un petit punch ici. Alors ceux qui voudraient boire un petit punch, on pourra le faire. Moi, j'ai toujours souhaité faire une cuisine à la fois identitaire et environnementale. Parce qu'on est quand même dans une région hyper riche en termes de produits. Et je pense que pour qu'une cuisine ait du sens, il faut qu'il y ait une part de nous. Et cette part de nous vient de notre identité, de notre culture. On est sur un mulet doré que j'assaisonne simplement de fleurs de sel, de poivre, comme si on faisait un poisson juste mariné. Ce sont les composants qu'on va y mettre qui va donner au plat ce que moi je recherche, c'est cette succession de goûts qui vous amène vers cet ailleurs. L'idée, c'est de pouvoir jouer. La cuisine doit demeurer un jeu. C'est de pouvoir jouer avec le jeu des textures et des saveurs. Renouvelés toutes les 4 semaines, les menus du Blue Bay restent fidèles au chef Ravin. Dans ses assiettes, c'est sa mémoire qu'il transmet à ses convives. Une mémoire agrémentée par des produits venus directement du jardin du Blue Bay. Il n'y a plus qu'à l'envoyer en salle et déguster. Pensée par l'architecte Alexandra Saguet, cette nouvelle salle du Blue Bay propose une accumulation de détails formant un tout cohérent. Plusieurs matières rappellent les 5 éléments entre le bois, le feu, le métal, l'eau et la terre. Un travail minutieux pensé selon une formule, une ode à la vie
et à la nature. Plus je la regarde, plus j'ai le sentiment d'une case créole moderne. Il y a ce quelque chose qui est lié justement au voyage et au monde créole. Je n'ai pas rêvé de la salle, mais j'ai souhaité qu'on puisse faire quelque chose qui me ressemble, une salle de restaurant qui soit en parfaite cohérence avec l'histoire que nous racontons dans l'assiette. Et donc, à travers les matières, à travers tout cela. Quand je la regarde, en tout cas, c'est l'histoire que je voulais raconter et que je vais encore raconter de manière plus profonde et plus intime. C'est au beau milieu de cette salle que l'on trouve le cœur du restaurant. Dessiné comme un arbre prenant racine, l'architecte et le chef ont pensé un lieu de vie et de création, une véritable cabane à pâtisserie. Mes pâtissiers, il était aussi important qu'ils soient visibles et qu'ils prennent plaisir et que les clients viennent les voir, pouvoir échanger. Et nous allons développer encore plus cet espace en amenant des petites surprises auxquelles le client ne s'y attendra pas. C'est vrai qu'on a l'habitude d'être un peu excentré et puis là finalement on est à la vue de tous, donc ça nous permet à nous d'être encore plus précis que l'on est déjà, vu qu'en fait on fait partie un peu du spectacle et de la vie du restaurant, donc c'est très plaisant en tout cas. Venir au Blue Bay Marcel Ravin est une expérience unique. Mais il est possible d'aller encore plus loin. La table de Marcel propose de passer de l'unique à l'exceptionnel. Lorsqu'on a décidé de revoir le restaurant, je me suis dit, mais pourquoi ne pas prolonger cette table de Marcel, mais en créant vraiment un concept différent, un restaurant dans le restaurant. Et vous pouvez manger avec des gens que vous ne connaissez pas. Mais ce dîner va être réalisé bien sûr devant vous. La seule chose qui m'intéresse, c'est de connaître vos allergies. Et ce qui devient intéressant, c'est ce que vous n'aimez pas. Parce que c'est peut-être aussi de vous faire manger ce que vous n'aimez pas, ce que vous pouvez peut-être avoir une impression et tout. Et travailler dessus. Mais il y a aussi des techniques aussi même au moment de la dégustation. Peut-être vous amener à oublier un peu vous-même et de revenir un petit peu à cet état sauvage. Guidé par la nature, la vie et ses envies, la cuisine du chef Marcel Ravin a trouvé son refuge. Anticonformiste, c'est paradoxalement dans sa case qu'il a l'espoir de décrocher une 3e étoile au guide Michelin. Et depuis plusieurs semaines maintenant, vous pouvez retrouver sur les podcasts de Monaco Info celui de Marcel Ravin aux côtés de Geneviève Berthy. L'occasion, c'est vrai, de mieux connaître le chef et son univers. Comme chaque soir, nous vous proposons un point complet sur vos prévisions météo. Alban Gingembre, bonsoir à vous. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Demain, le ciel sera changeant sur la principauté. Les nuages s'amuseront à chasser les quelques éclaircies et un léger vent soufflera toute la journée. Les températures varieront de 8 à 11 degrés et en ce samedi 24 février, nous fêterons les modestes. Et comme le veut la tradition, nous refermons cette édition en images. Les clichés de ce soir sont signés Manuel Vitali. Il s'est lui aussi rendu à la grande finale de Junk Couture dont on vous a dévoilé un reportage il y a quelques instants. Retour donc en photo sur ce défilé de mode qui célèbre l'écologie et la jeunesse. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau point complet sur l'actualité. Très belle soirée à vous.